Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cet épisode, tiens, est-ce que c'est un épisode de TTRPG? Je crois. Dans cet épisode, on va faire un petit podcast avec Aquat pour faire suite à la campagne qu'on a faite à deux. Genre, je pense que ça a duré, enfin la campagne. Ça a duré genre 5-6 séances en 1-1 sur du Brigandine. Donc, Aquat, comment vas-tu déjà? Ça va super, à part que je suis frustré par un jeu vidéo de puzzle en ce moment. Ouais, Blueprints. Voilà. Faut pas en parler, ça me vénère. Vas-y, on parle de Brigandine à la place. Vas-y, parlons de ça. Donc du coup, on a joué... Bon, ça n'a pas duré hyper longtemps, mais on a fait la campagne en 1-1. Donc pour remettre dans le contexte, parce qu'il y a quelques vidéos qui sont passées entre-temps, il y a un mois peut-être maintenant bientôt 2, je jouais une campagne en 1-1, et en jouant ça, je me disais, c'est quand même fou la vitesse à laquelle on va et tout et tout. Et donc, je voulais expérimenter de MJ une campagne en 1-1, donc c'est-à-dire un MJ, un joueur. Et donc, j'avais fait la proposition à Aquat. Aquat, est-ce que tu te souviens un peu de la proposition initiale et tout? Genre, est-ce que tu saurais résumer la manière dont je t'avais présenté le truc? Enfin, comment tu t'en souviens, toi? Je peux essayer. Dans l'idée, on avait dit, on fait quelque chose qui nous paraît crédible. Un médiéval fantastique qui nous paraît crédible. Donc, si besoin, on s'interroge l'un l'autre pour vérifier que ça nous semble vraisemblable. Le premier truc. Deuxième truc, on s'était dit on ne se pose aucune limite en termes de récit choral, ellipse et tout ça, puisque de toute façon on est deux. Donc si à un moment donné on décide de jouer d'autres personnages ailleurs, autre temporalité, autre lieu, on peut. Et on vit des aventures à échelle humaine, quoi. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est c'était des trucs ça, dont je me souviens. Ton premier personnage, c'était un meunier. Magden, de son nom de famille. Yep. Et je retrouve pas son prénom. Jaffrey, non? Un truc comme ça? Jaffrey Magden. Ouais, attends, Alors, c'est pas que c'était nul, hein, c'est juste que il est mort très tôt, quoi. Donc finalement, j'ai beaucoup joué Eileen Magden, son épouse. Yes. Ouais, en gros, c'était ça un peu le truc initial. Moi, j'avais préparé une sorte de contexte sur Obsidian. C'était de la médiéval fantastique, on va dire un petit peu low fantasy. Enfin, genre, il n'y avait pas de la magie tout partout, tout ça. Et du coup, tu avais créé ce meunier. Moi, j'avais fait un peu mes recherches de mon côté, genre vite teuf. Qu'est-ce que ça peut être le quotidien d'un meunier? Et on a vraiment commencé en jouant là-dedans, mais en y injectant évidemment assez rapidement quand même des enjeux qui émergeaient notamment au travers des échecs du perso, quoi. Oui, des enjeux de meunier essentiellement, plus le fait que au travers de la gestion du grain, parce que c'est ça qu'on fait dans un moulin, on commençait à voir se dessiner des questions un peu plus politiques ou de territoire de la satrapie, quoi. Yep. Et du coup, je t'avais foutu une méga map. Et énorme. Vraiment énorme. Vraiment disproportionné par rapport à ce qu'on a fait. Est-ce que au début... Enfin, est-ce qu'il y a des trucs qu'est-ce que t'as kiffé dans l'expérience? Plein de trucs. Déjà, le fait qu'on joue sans jamais s'arrêter, sans jamais prendre de pause, ni pour établir un plan, ni pour raconter quelque chose qui nous faisait envie, ça enchaînait très très vite. Donc des fois, je me souviens, on jouait 1h30, 2 heures, et il se passait plein de trucs, quoi. Bon, on est que deux, on est tout le temps en train de parler, les choses bougent. Et puis, on a tout le temps cette sensation de monde immense, et cette sensation qu'à tout moment, les choses peuvent basculer, parce qu'on s'est retrouvé à jouer... on a joué le meunier, et 2 heures après, on était en train de jouer une armée qui pénètre dans une forêt sombre pour essayer de déloger des envahisseurs. Et tout ça s'enchaînait dans la même séance sans problème. Il n'y avait pas une pause. Attends, faut que je prépare la suite ou je sais pas quoi. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, donc tu le disais un peu plus tôt, ton meunier, il est mort, je sais plus, session 3, 2 ou 3. Parce qu'il y a il y a juste une sorte de raid de pseudo... une sorte de raid d'envahisseurs, quoi. L'avant-garde... d'une armée d'envahisseurs qui est arrivée, qui a cramé un peu des villages et tout pour foutre le chaos, quoi, et désorganiser les défenses locales, machin. Et du coup, ton perso, il a essayé de défendre son moulin, il s'est fait schlass. Et instant, on est passé en mode, ok, bah, vu que ton perso il est mort, qui tu veux reprendre? Et t'as pris le personnage de la femme de ton personnage initial, qui était enceinte. Donc ça, c'était on va dire, le premier move qui a mené ensuite à ce que tu
joue même 3 ou 4 personnages en même temps à un moment donné. Genre dans la même séance, tu jonglais de personnage en personnage pour toujours être à l'endroit le plus intéressant ou en tout cas celui où tu avais envie de jouer, quoi. Ouais, jamais en même temps. Donc on suivait Eileen McDen dans ses tribulations. Donc elle fuyait l'invasion. Et régulièrement on se retrouvait dans un truc, une situation où on se disait bon bah ok, Eileen McDen, elle a trouvé refuge dans un village des montagnes. Il est évident que y a des gens dans le village qui veulent pas des étrangers, d'autres gens qui l'aiment bien parce que elle est enceinte et ils ont des problèmes de fertilité, tout ça. Mais ça va mettre des semaines, des mois à décanter cette situation. Il va pas se passer un truc dans la demi-heure. Or, pendant ce temps-là, il y a l'invasion de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder comment ça se passe du côté de l'invasion. On chope n'importe quel noble local. On dit maintenant c'est ton perso et on regarde comment ça se passe. Yep. Du coup, moi, ça me faisait penser... En gros, il y a 2 trucs un peu que j'ai identifiés. On va dire 3. En fait, initialement, l'idée, c'était pas forcément de provoquer le fait que tu joues plein de persos différents, tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du simple fait qu'en fait, on soit juste 2, il n'y a aucun compromis à faire. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui a une idée... En fait, la seule personne avec laquelle on doit se mettre d'accord, c'est l'autre. Et donc, du coup, il n'y avait pas besoin d'établir énormément une structure de jeu au préalable et tout. C'est pour ça que la campagne, elle a un peu explosé en termes de concept, quoi, j'ai l'impression. Et du coup, à la fin, moi, j'aimais bien comparer le fait de jouer à 2 comme ça à jouer au Playmobil, tu vois. C'est-à-dire que on créait des PNJ à toute vitesse, on leur mettrait des portraits, d'ailleurs, ressources intéressantes, les portraits qu'a fait le Grumpf qui sont en gratuit dans le terrier du Grumpf, je crois. Ouais, 500 portraits médiévaux, il y en a pour d'autres trucs, mais là c'est 500 portraits médiévaux. Donc tous dans le même style, donc on manquait pas de PNJ, quoi. Yep. Probablement que je mettrais genre en fond, vu que c'est un podcast, une sorte d'image du board, comme ça les gens ils se feront une idée. Et ouais, du coup, au début on partait en mode on va jouer un meunier. À la fin, t'as pu jouer des personnages à haute responsabilité, des trucs beaucoup plus intimistes, un peu. En fait, il y avait un côté récit choral, grande fresque, en très très peu de temps. Et on jouait à la fois d'un côté limite Fantine, quoi, et de l'autre la bataille pour sauver le comté. Et du coup, je trouvais qu'il y avait vraiment ce côté Playmobil où en fait on pouvait juste ajouter des jouets en fait sur le board. Et c'est comme ça fait un peu enfantin, mais ça se rapproche quand même de cette expérience. On met des jouets sur la table et après on joue à 2, quoi. Et en fait, comme on n'est que 2, comme tu le disais, switcher hyper vite de situation en situation et de manière de jouer en manière de jouer, parce que, admettons, on aurait été 3, juste 3. Toi, ton personnage, il meurt. Effectivement, je pense, ça fait une sorte de pause dans la partie pour qu'on trouve un personnage qui est avec le personnage de l'autre. Et si, par exemple, à un moment donné, je te dis, je sais pas, au bout de 15 minutes de jeu, c'était pas prévu en amont, ça te dit de jouer un seigneur, là, maintenant ? Et toi, tu peux me dire ouais, et ça part. Mais si on était 3, je suis pas sûr que c'était aussi simple, quoi. Non, mais même si c'est pas très compliqué, tu rentres dans un monde de compromis. C'est-à-dire, mentalement, tu te dis, je vais faire quelque chose qui a du sens pour le reste de la table. C'est très haut, en tout cas, moi, dans mes priorités. Ouais. Donc si jamais j'ai la sensation, peut-être même à tort, que l'autre, il veut garder son personnage là, tout de suite, il avait un truc à faire. Allez, je vais faire un personnage sidekick proche de toi. Là, j'ai l'impression qu'il y avait un trait très net entre ce dont toi, tu pouvais décider et ce dont moi, je pouvais décider. Donc la majorité du temps d'ailleurs c'est toi qui prenais des décisions importantes concernant l'univers, ce qui allait se passer, même un peu ce qu'on allait jouer ensuite. Mais à la seconde où tu me disais maintenant tu joues la baronne de machin chouette qui a appris qu'il y avait des envahisseurs, moi je disais j'ai champ libre. Donc je déclare que j'envoie un de mes fils au sud chercher de l'aide, un autre au nord réunir les troupes et que dans 3 jours on va foutre le feu à la forêt, quoi. Et tu disais jamais non. Voilà, c'était un trait très simple, tracé, quoi. Je fais ce que je veux avec mes persos, tu fais ce que tu veux avec l'univers. Tu vas me dire, c'est hyper basique ce que je raconte, genre c'est une partie de jeu de rôle en fait. Ouais, mais le trait est plus compliqué que ça en général, je trouve. Quand on est plus, en tout cas. Ouais, t'as raison. En fait, c'est vrai que là, on fait un débrief assez déstructuré. On aurait pu penser que c'était un truc en narration partagée, pas vraiment. C'est vrai qu'en fait, au final, moi j'avais une idée du monde. Et donc, en fait, pour que vous compreniez bien, vous qui écoutez, comment ça marchait, on va dire vraiment... de manière très très pratique, c'est-à-dire que c'était moi qui disais
directement à Aquat, bon bah là je pense, il pourrait se passer des mois pendant lesquels ton personnage il va rien lui arriver de particulier. Donc soit on ellipse et on arrive à un moment où il y a des événements qui viennent perturber la région, ou bien l'accouchement de tel PNJ, ou bien l'hiver qui arrive, donc les enjeux changent un petit peu dans la vie du meunier. Moi c'était comme ça en fait que je présentais le truc, tu vois, parce qu'on n'avait pas joué au jour le jour le meunier qui fait tout le temps exactement la même chose, tu vois. Non, et moi je forçais pas de mon côté, tu vois. Si tu me disais qu'est-ce que tu fais, ça m'arrivait de te répondre un truc que je fais jamais à une table de GDR, quoi. Ça m'arrivait de te répondre rien, pas plus qu'hier, quoi. Tu connais mes plans. Et je me faisais pas chier à forcer quoi que ce soit, parce que je me disais, il va en arriver donc naturellement à la conclusion que soit il a un truc à m'amener, comme par exemple l'attaque des envahisseurs sur mon moulin, quoi. Soit il va me dire, bon bah, si tu fais rien, je pense qu'il va se passer quelques semaines, on a le temps d'aller regarder ailleurs. C'est ça. En fait, moi c'était vraiment, je te propose des trucs et tu disposes, quoi. Et effectivement, ouais, je pense pas avoir mis particulièrement de limites à tes actions ou tes machins. On utilisait Brigandine, donc un autre avantage aussi de ça, c'est qu'on avait une sorte de générateur. Oui, c'était pas la peine de me filer des limites, quoi. Ouais, voilà. Il y avait un générateur de PNJ. Très bien. Enfin, Ouais, déjà le jeu il est assez dur parce que la plupart du temps tu jouais des personnages du commun et surtout on les générait aléatoirement, donc c'était vraiment genre en mode. Je me souviens par exemple d'un moment où toi tu jouais une noble qui est à la tête d'une petite armée, quoi. Et grosso modo, pendant un moment tu l'as joué et t'as mené carrément une sorte de petite bataille en mode mini wargame vite fait. Et puis ensuite, dans la narration, ça arrivait à un stade où, en gros, après cette bataille, il y avait des otages dans le camp adverse et personne voulait moufter par risque que les otages meurent, entre guillemets, et parce que les otages étaient détenus dans une forêt maudite. Et je sais plus comment on en arrivait à un moment donné, dans le cadre de la même séance, c'est pas du tout préparé ou je sais pas quoi, c'est un peu organique. On se dit, vas-y, il faut que tu joues le chevalier un peu errant, pompeux, le héros... le héros, le trop héros. Archétypal qui dit ok, moi je vais dans la forêt tout seul. On l'a généré en 2 secondes, je sais pas, j'ai dû te dire vas-y. Moi je me souviens bien, si je peux me permettre, c'était pire que ça, c'est-à-dire que la noble est un peu désemparée. Ouais. Elle gueule sur tout le monde parce que c'est ce qu'elle faisait. À ce moment-là, les gens se tournent vers un autre gars qui est un prêtre qui est là depuis le début de la bataille et qui a vu des trucs dans la forêt, qui est aussi un des persos que j'ai joué. Donc je me retrouve à jouer ce connard qui dit qui sait pas quoi faire en fait. Mais il fait quand même une espèce de prière. Ah, c'est ça. Il dit que les dieux vont être avec eux. Et à ce moment-là, il fait un jet de dés et le jet de dés est pas ouf. Donc ça motive très peu de gens. Et on dit à qui ça pourrait motiver ? Bah, le héros qu'on a vu gagner le tournoi. Et allez, hop, on génère sa fiche et on part le jouer dans la forêt. Et il se trouve que personne n'est venu avec lui. Il y allait tout seul avec 50% de chance de réussir chacun de ses jets, quoi. Donc c'est vraiment plein de petits détails comme ça d'interrogation de l'un et de l'autre qui ont généré la situation, quoi. Yep. Et finalement, avec un système de jeu très très traditionnel derrière, une mécanique de jeu hyper traditionnelle, mais juste une sorte de license to do, licence, droit de faire absolument tout ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas de question d'équilibre, par exemple, entre les joueurs, par exemple, tu vois. Le fait que d'un seul coup, tu te retrouves avec un personnage hyper fort pour raconter une sorte de vignette de cette fresque, ça dérange personne, tu vois. Enfin, genre, il y a toutes les notions de progression, d'équilibre du temps de parole, d'équilibre du temps de caméra, tout ça disparaît. Donc, il y a presque il y a un côté un peu réel, genre un peu une sorte de... Est-ce que... Ouais, je pense que c'est la bonne question à se poser. Est-ce que dans cette sorte d'expérience qu'on a faite, déjà t'as l'impression qu'on a fait du jeu de rôle, enfin, dans ce que tu appellerais du jeu de rôle, par exemple? Ouais, oui. Je vois ce que tu veux dire sur le côté un peu réalisateur et désincarné, du coup. Cette position de réalisateur qu'on pourrait avoir est un peu désincarnée par rapport à l'habitude qu'on a de jeu de rôle tradi où je suis mon perso. Mais en vérité, il y a des jeux, je me souviens de... comment ça s'appelle ce truc où tu joues une forteresse cathare là, Ségur, moi je sais plus. Bon, des jeux comme ça qui ont pour objectif de créer un espèce de film un peu désincarné, tous ensemble avec un récit choral. Il y a quand même la majorité des phases où j'étais dans mon personnage dans un jeu de rôle tradi. Hein. Justement parce que le fait de passer d'une situation à l'autre était très rapide. Ça nous prenait... Enfin vraiment concrètement, ça nous prenait parfois 0 seconde. Quoi. J'essaie de me mettre dans la tête de quelqu'un... J'essaie de voir entre guillemets les défauts potentiellement immédiatement soulevés. Tu vois, par exemple, il y a un truc qu'on voit tout le temps revenir en jeu de rôle qui pour moi est un faux problème. Mais par exemple, on pourrait se dire dans ce genre d'expérience, est-ce que le joueur va réussir à jouer autant de personnages en
en ignorant. En fait, tu jouais des personnages qui n'avaient pas tous le même niveau de connaissance sur l'une et l'autre des situations, tu vois. Ça, c'est typiquement. Du coup, ça fait un jeu très très ouvert, quoi. T'en sais moins sur le monde que moi, mais t'es amené à incarner plein de personnages dans un enchaînement assez rapide. Donc, j'imagine que ça doit pas être évident à chaque fois de se remettre dans la peau de tel ou tel personnage, je sais pas. Et de se dire, lui, c'est ça, lui, probablement, qui veut ça. Alors oui et non. Comment dire? Bon, je pense déjà que c'est pas évident par rapport à d'autres séries de vidéos que tu as pu faire sur ta chaîne, ce truc du 1-1 pour décrire cette expérience, c'est pas évident de faire un mode d'emploi. Parce que en vrai, il y avait un petit côté FKR, de temps en temps, on a fait pop une règle de gestion de bataille en 2 secondes pour faire un truc. Et donc il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises rapidement. Donc il faut pas discuter des heures avec le MJ pour faire ce qu'on a fait ou avec le PJ, quoi. J'ai envie de résumer ça, faut bien s'entendre. Faut que ça aille vite un peu. Et deuxièmement, on a choisi de faire les sauts qu'on a choisi de faire pour un récit un peu choral. Ça nous allait bien, et il se trouve que dans cet univers qui était à la fois complexe, mais en même temps vraiment bassement... C'était un univers médiéval. Il y a eu de la magie une fois, et encore, c'était genre la forêt était maudite, du coup les gens vont s'engueuler entre eux et s'entretuer. Et en parlant de ça, les gens ont commencé à s'engueuler. Il y a eu un tout petit peu de magie, quoi. Donc c'est un univers médiéval avec des tournois, des baronnies, des moulins. Et ça a joué dans le fait, je pense, que l'histoire était quand même digeste, malgré ces changements divers. Ouais. Mais c'est une alchimie particulière, quoi. Pas une recette de cuisine. Ouais, comme d'une certaine façon c'est assez familier, il y avait moins ce besoin. Par exemple, si mon univers il avait plein d'originalité conceptuelle dans la manière dont le monde est fait et tout, ouais, le jonglage aurait été plus compliqué. Tu vois, genre, je sais pas, tu joues à... j'en sais rien, moi. Je connais un truc que je connais pas très bien, par exemple. Tu joues à Polaris, le jeu sous-marin, là. Je pense, si t'as pas un peu d'expérience et de connaissances sur cet univers, l'exercice est beaucoup plus difficile à faire. Ouais. Côté joueur, c'est clair. Parce qu'à chaque fois qu'on jongle d'un perso à un autre, t'es juste en mode... tu peux m'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur cette ville sous-marine et son fonctionnement pour que je puisse incarner mon personnage correctement. Alors que là, le Moyen-Âge, même si le Moyen-Âge, il a mille et une facettes, on est quand même assez familier du truc, quoi. Tu fais une sorte de mix bâtard de toutes tes refs de films historiques sur le Moyen-Âge et t'es pas trop perdu. Ouais. Puis je pense qu'il faut de la marge aussi parce que avant que ça commence à être l'embrouille dans la tête des gens, à savoir qu'est-ce que c'est tel personnage, etc. Faut jouer quand même longtemps parce que j'en ai pas joué 27 des personnages, faut pas exagérer. Et que ce qu'on a posé, je le mémorisais quand même pas mal. Puisque de fait, tous les personnages tournaient quand même autour de la même guerre. Donc voilà, ils sont pas dans un autre continent non plus. Ouais. Et à chaque fois que... si on se retrouve à un moment avec un conseil politique qui discute de la guerre, je jouais une des personnes du conseil politique. Donc, en tant que PJ, t'es attentif, tu vois. C'est pas comme si un autre joueur le jouait et que ça durait une demi-heure et que tu commençais à te déconcentrer, quoi. Ouais, je pense au total, t'as dû jouer 5 personnages, un truc comme ça. Ouais, c'est pas tant que ça. Ok. Et en plus de ça, j'ajouterais qu'il y a une hiérarchie qui se crée naturellement. D'ailleurs, de façon assez marrante, parce que les personnages qu'on a beaucoup vus, c'était des personnages qui avaient... On en a vu certains qui avaient beaucoup de responsabilités, mais le personnage central de cette histoire... Pour des raisons évidentes, c'était Eileen Magden, la femme enceinte qui fuit, etc. Et pourquoi ? Parce que on a commencé avec son mari, on a raconté le moulin, donc je pense qu'intrinsèquement, on s'était dit, on peut pas avoir raconté ça pour rien, sans qu'il y ait un destin Eileen Magden, quoi. C'est ça. Ouais. Non, ouais, clairement. Et je me dis, du coup, on l'a pas continué, ce truc, parce qu'après, moi, je vais te dire pourquoi j'ai pas continué. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que j'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant parce qu'en fait moi l'idée de jouer en 1-1 là, ça me venait un peu d'une sorte de frustration, tu vois, de toujours voir en fait les joueurs vouloir faire ce dont on parlait un petit peu plus tôt, des compromis, une sorte de recherche d'avoir une expérience genre que je considère très très immersive, on va dire, et où le joueur en fait il peut vraiment faire ce qu'il veut, quoi, et vraiment suivre son personnage, tu vois, ce que ferait son personnage, en se préoccupant beaucoup moins de « Ah oui, mais si, là, mon personnage, je le verrais bien faire ça, je trouverais ça stylé, mais par exemple, je vais devoir me séparer du groupe. Pour le jeu, ça va pas être pratique, etc. etc. » Donc je trouvais des fois que ça, il y avait un petit côté un peu anti-immersif, machin. Donc j'avais envie de pousser l'idée de faire un truc où, en fait, vas-y, c'est un jeu de rôle, mais où la promesse de liberté, elle est vraiment
tenue au maximum, tu vois. Il n'y avait pas soumise à des tas de petites conditions. Non. C'est ça. Ouais, je comprends très bien. Ouais. Et au final, j'ai l'impression d'y avoir un peu touché. Par contre, il y a 2 trucs. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte assez vite que faire la partie de jeu de rôle, ça reste quand même un événement où j'aime bien voir du monde, en fait, tu vois. Alors, il y a une dimension sociale. Ouais. La dimension sociale, m'importe quand même pas mal. Et puis, le fait que que c'est hyper énergivore, ça va méga vite, je trouve. Et du coup, en fait, t'as juste en face de toi quelqu'un qui est en permanence dans l'attente d'avoir du répondant. Et du coup, c'est très intense et c'est en fait assez fatigant. C'est pas ça qui m'aura fait arrêter. Ça, c'est plus une remarque à côté. Ce qui m'aura plutôt fait arrêter, c'est de m'être dit, ok, c'est cool et tout. Aquad, je l'aime bien. Mais j'ai envie que mes games, en fait, ce soit quand même plus de monde. Donc là, je suis passé complètement à l'inverse, à 13 joueurs, quoi, sur le truc. Mais je pense que j'ai appris des leçons un peu de ça. C'est-à-dire que maintenant, je me dis, dans une campagne, je me verrais bien juste faire des vignettes en reprenant ce concept, tu vois. Oui, être capable à un moment donné de basculer dans ce mode de jeu. Ouais. D'une manière générale, de basculer entre des modes de jeu. Moi, je pense que ça, c'était un des trucs qu'on a déjà souligné 3 fois. C'est le côté un peu FKR, quoi. Narrativement, on fait ce qu'on veut. En termes de règles, on fait ce qu'on veut. La partie peut durer 1 heure. On peut la mettre en pause n'importe quand pour dire ce serait pas trop bien d'avoir des figurines là. Attends, je viens chez toi samedi. On fait la suite, tu vois. On avait le droit. Chose que tu fais jamais, soyons honnêtes, à ta table du mercredi soir, quoi. Tu vas pas dire on arrête à 21h et on reprend dans 2 semaines. Enfin, il y a trop d'obligations sociales, quoi. Donc oui, la vraie promesse, je suis tout à fait d'accord. Et sur le côté social, même pour entrer plus dans les détails en ce qui me concerne, je pense que le premier truc qui vient à manquer, quoi, qui gratte un peu les bras, c'est la dimension de partage. Honnêtement, c'était trop bien l'histoire qu'on a créée. Elle était hyper crédible. Elle était vachement... On était rentré dans les détails, dans des notes. Elle était touchante quand elle voulait être touchante. Enfin, franchement, c'était bien foutu, le machin, quoi. Voilà, la belle histoire. Yep. Et j'étais assez content de ce truc-là. J'ai l'impression qu'on aurait pu continuer longtemps, on était à l'aise. Donc il n'y a pas un énorme challenge non plus. Non, c'est super Et facile. j'aurais trop aimé le partager avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait de faire la même chose avec un autre joueur, etc. Je me disais, le moment de la rencontre, c'est trop bien. J'ai trop envie de lui raconter mon histoire, de la partager avec quelqu'un d'autre, quoi. Alors que nous, en débrief, on pouvait se sucer un peu l'un l'autre et puis c'était fini, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un côté un peu... Et en plus... D'autant que ça va très très vite. Ouais, il y a moins ce côté genre ça décante, je sais pas comment dire. Ça prend une existence un peu plus. Ça prend un peu de la place. En fait, t'as raison. C'est super simple à faire. C'est-à-dire que je préparais que dalle. Tu vois. Enfin si, au début j'ai préparé des trucs. Entre les séances, j'y pensais un petit peu. Mais après, justement, comme on avait vraiment une sorte de méga liberté, du coup, ça m'habitait un peu moins, tu vois. Comme en fait je savais qu'il suffisait de dire vas-y ça te dit on joue, hop on joue, mine de rien, presque c'est tellement simple que du coup à la fin de la partie et en attendant la prochaine, j'ai pas l'impression que ça me remplisse, que je suis en train de réfléchir à fond à la campagne, etc. Tu vois, je sais pas comment dire, un truc que j'aime bien en jeu de rôle. La fébrilité un peu, je vais sauter dans le vide, comme si... Alors qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, quoi. Les jets de dés, ça revenait à lancer une pièce à pile ou face, grosso modo. Brigandine, t'as jamais plus de 50% de chance de réussir un truc. Comme s'il manquait à cette incertitude, l'incertitude de quelqu'un d'autre, quoi. D'avoir un autre joueur et donc un truc qui commence à être vraiment chaotique. Là, c'était pas chaotique. Ouais, et je pense aussi qu'il y a... Ouais, il y a peut-être cette notion... Tu vois, genre, quand j'extrapole, tu vois, genre, par exemple, moi, je me dis, ça m'intéresse pas particulièrement l'actual play, mais l'actual play, je pense que ça répond à un truc qui manquait à cette session, c'est-à-dire de se dire de temps en temps, il y a quelqu'un qui est le public de ce que tu es en train de faire, en fait. Donc l'actual play, c'est vraiment se dire, j'ai envie que tout le monde, des centaines de personnes potentiellement, et si ça marche vraiment très très bien, des milliers, voient ce qu'on fait. Moi, personnellement, tu vois, ça me suffit que en fait, on soit par moment un petit peu en train de regarder les autres jouer à la table, tu vois. J'ai pas besoin d'en faire un show. Mais là, en fait, quand on est qu'à deux, il n'y a pas vraiment de public, tu vois. Du tout. C'est un peu bizarre. Je pense que si on avait fait un AP de ce truc-là, où on l'avait fait en live, tu vois, et qu'il y avait eu des gens pour réagir dans le chat, pour poser des questions à la fin. Ah ouais. On aurait fait 2 fois plus de sessions ou pas? Genre ça aurait comblé le petit manque dont on parle? Eh ben honnêtement peut-être. J'aime bien le truc que tu dis, genre que juste qu'il y a un chat, tu vois. Genre tu sais, t'es là, nous on part complètement dans notre truc, puis à un moment donné, tu sais, Non, Elite McDen, le chat hyper à fond.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu peux juste faire une pause un peu dans la game, tu vois, et genre prendre le temps d'apprécier, de voir s'il y a des gens que ça hype un peu le truc, tu vois. Je sais pas comment dire. Parce que là aussi, juste, comme t'es juste à deux, ouais, il y a assez peu de... Ah si, quand même. Il y avait de temps en temps le petit discours méta, genre on rigolait de ce qui venait de se passer ou des trucs comme ça. Je sais pas. Oui, c'est arrivé, mais je te dis peut-être, vraiment c'est une expérience de pensée le truc de l'actual play. Peut-être que juste avoir des gens qui nous regardent, ça aurait suffi, et peut-être pas... Peut-être c'était trop facile de faire ça à deux. Ouais, peut-être bien. Des fois, je loue le fait d'avoir à mes tables des joueurs-joueuses débutants. Je trouve ça formidable et rafraîchissant, tu vois. Et on peut comprendre, hein, mais peut-être ce sentiment vient de plus loin que ça. C'est-à-dire qu'avec des joueurs débutants, j'ajoute une dimension plus chaotique au truc. Alors qu'avec le joueur que je connais par cœur, qui joue, je sais pas moi, un prêtre droit dans ses bottes, je sais déjà comment il va le jouer, je sais un peu comment il va réagir. Il reste plus que l'incertitude des jets de dés pour nous dire si ça rate ou ça réussit. Ouais. Il y a peut-être un truc comme ça. Il faut inviter à votre table au moins un joueur qui est complètement chaotique, quoi. On comprend rien à ce qu'il fait. Ouais, et puis un autre truc, effectivement, qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense que même un joueur que tu connais bien, il peut toujours te surprendre, etc. Mais en fait, là, t'as pas le temps. En fait, genre dans la même séance, quand tu vas jouer tes 5 persos, ok, tu vas les jouer un peu différemment, parce que t'es conscient que c'est 5 persos différents, donc t'es un peu dans ce truc, genre, je change de chapeau, je change de personnage, tu vois. C'est ça l'exercice. Ouais. Mais du coup, les personnages s'approfondissent moyennement. En fait, potentiellement, t'as moins le temps de te mettre de vraiment les distinguer, parce que t'as le temps de les jouer en profondeur. Je sais pas comment dire ça mieux. Plus que de dire... Voilà, on a fait quelques games ensemble, je dirais pas que je peux prédire tout ce que tu vas faire, mais plus que de dire je peux prédire tout ce que tu vas faire, je vais plus avoir le sentiment, potentiellement, que comme tu vas jouer une succession de personnages, ils vont se ressembler un peu, parce qu'en fait, tu vas les jouer dans la même heure, quoi, donc t'es dans le même mood, mais... Ouais, puis ils vont peut-être faire aller l'histoire dans les mêmes tonalités, dans le même sens, ce qui est à la fois bien et potentiellement boring. Hein. Une histoire très cohérente et très crédible, ça fait pas forcément le meilleur film, quoi. C'est ça, et à la limite, toi, ce que tu vas essayer de faire, la sensation que j'avais, je sais pas comment tu t'y prenais, pour les distinguer, c'est essayer de leur mettre un peu une sorte de trait de caractère hyper fort, quoi, pour te dire, quand je passe de l'un à l'autre, c'est quand même pas le même machin, mais du coup, ouais, ça fait vraiment un truc très très en contraste, peut-être un peu moins subtil, tu vois, genre, alors que je me dis, si par exemple, pendant 6 sessions, on jouait en 1-1, mais vraiment le même perso, avec un système du coup moins mortel, peut-être en ayant plus pensé à son background, etc., en fait, en se prêtant pas au jeu du récit choral, quoi. On aurait fait 6 sessions, tu jouais le même perso, il avait un background bien bossé, moi entre chaque session j'ai essayé de te faire un truc hyper personnel autour de ton perso, j'en sais rien du tout. Probablement que ça aurait créé un personnage de toute évidence un peu plus subtil, parce qu'en fait t'as plus le temps de le penser, le perso. Alors que là, je sais pas, par exemple, est-ce que toi, entre les sessions, tu réfléchissais à ce que t'allais faire? Pas trop, non. Je crois même que c'est peut-être un exercice que j'évitais de faire. Je me souviens qu'à un moment donné, quand on parlait, je t'ai dit, n'hésite pas à me surprendre, à amener des trucs qui vont imposer quelque chose à ces personnages, quoi. Si tu veux inventer quelque chose qui les secoue, il n'y a pas de problème. Yep. Donc je pense pas, j'essaie de me laisser surprendre, justement. Tu réfléchis à ce que tu vas faire et comment tu veux l'obtenir à un jeu comme ça, en faisant un truc stratégique. C'est pas la même nature de jeu que ce qu'on a joué pour moi. Là, on essayait de se laisser surprendre quand même, l'un comme l'autre, quoi. Peut-être pour compenser ce joueur chaotique qui nous aurait manqué pour faire 5 sessions de plus. Ouais, je me souviens d'ailleurs qu'au moment où je me suis retrouvé à jouer la noble qui gouvernait l'armée, là, instinctivement, je me suis permis de la jouer de façon très autoritaire, peut-être effectivement pour marquer la différence avec d'autres, pour faire bouger les choses plus frontalement. Et depuis, on a redémarré une campagne ensemble, et le premier personnage que j'ai joué, c'était un gobelin complètement chaotique. Je fais de la psychanalyse à 2 balles, là. Je suis en train d'essayer de savoir ce qui nous a manqué dans cette campagne. Ouais, bah en fait, je pense que même si on a joué 6 sessions, vu que tu as joué 5 personnages, finalement, tous ces personnages sont un peu plus superficiels. Et donc, en fait, le résultat, ça fait plus l'effet d'une série à la Game of Thrones, où il faut vraiment énormément de temps pour que chaque personnage, tu commences à vraiment t'attacher à lui, à comprendre ses enjeux. En fait, il faut plus de temps de caméra. Genre là, on pourrait dire qu'en gros, l'histoire, elle est riche, elle avait ses petites complexités, ses petites aspérités, ces machins, il y avait quand même un gros casting, mais le temps de caméra et le temps d'introspection
dans chaque personnage, proportionnellement au temps joué, est très faible, vu que nos séances en plus étaient hyper rapides. Ouais. Donc ça crée un truc assez différent. D'introspection, je me comprends, c'est pas vraiment l'introspection, mais c'est genre, je me mets vraiment dans la peau du perso. Je réfléchis à un personnage auquel je me suis très vite attaché, et je l'admets. C'est le super chevalier, là. Le super chevalier, alors ça me fait chier parce que c'est vraiment le personnage de jeu de rôle plus caricatural que d'autres qu'on a joué, que je trouve intéressant. Mais il est parti tout seul dans la forêt, donc il a suspendu son destin à une série de jets de dés dans un truc héroïque. Et je pense qu'il y a un truc de pyramide de Maslow, c'est-à-dire que comme le personnage est confronté à un truc très direct, quoi, c'est brutal, c'est tu vas mourir ou pas, quoi. Tu vas sauver ton père ou pas en plus dans la même scène. C'est hyper intense, très vite. C'est vrai que ça te prend au trip facilement, et que quand il s'en sort, je me dis j'ai envie de le revoir, quoi. Évidemment. Et quand on regardait Game of Thrones, c'était pareil. Hein. Il suffisait qu'un mec se batte bien à l'épée une fois et on l'aimait. Hein. J'avoue, c'est assez primitif. Genre putain, yes, il y va tout seul. Il y va tout seul, le mec. Oh non, ça marchait bien. Alors que Eileen Magden, qui est le personnage auquel je suis quand même le plus attaché au final, elle a traversé des trucs hardcore, mais il a fallu du temps avant qu'elle se prenne en main, quoi. Je rappelle, c'est une femme enceinte de meunier. J'aime autant me dire qu'elle s'est jamais tapée, quoi. Par exemple, tu vois. Et puis en plus, elle avait toute une ribambelle de. Elle a une famille autour d'elle. De gens qui comptaient sur elle, tu vois, genre elle était de facto une sorte de chef de la faction des mecs qui sont sur les routes, quoi. Ah ouais, elle était partie en mode Daenerys, c'était génial. Mais ça prend plus de temps d'installer ça, tu vois. Ouais. Alors que l'autre, tu l'envoies dans la forêt une fois, bon bah au bout d'une demi-heure, il s'en est tiré, on l'adore, quoi. Il y a trop facile. Un autre truc que je trouve je prends un exemple concret. Eileen, pour s'attacher plus vite à ce qu'elle vit et tout, d'autres joueurs, ça aurait été bien. Parce que, en fait, le fait que, en gros, la seule personne avec qui tu puisses interagir, c'est moi. C'est-à-dire que tu t'interagis que avec des PNJ. Et du coup, il y a moins souvent, on va dire, de scènes, de commentaires de la situation. Et donc, en fait, toute l'introspection, tout le regard... Tout le regard que va porter Eileen Magden sur le monde, ça va être que de la description. Ça va souvent passer par un truc introspectif. Toi, tu vas dire, je pense qu'elle doit être dans tel état d'esprit, machin, truc. Et il y a jamais, par exemple, la scène où Par exemple, Eileen Magden, elle avait une sœur, Jemina. Ouais. Si ça avait été un PJ qui jouait Jemina, on aurait peut-être eu, d'une manière un peu plus incarnée, une vision de comment pense Eileen Magden. Comment expliquer ? Comme toi, tu pouvais directement me parler des pensées d'Eileen Magden et ne pas les jouer via l'interaction un peu PJ à PJ, ce qu'on pourrait appeler le RP d'Inet, tu vois. En fait, ce RP d'Inet venait à manquer d'une certaine manière, parce que le RP d'Inet, bon, on n'a pas envie que pendant des heures, les PJ commentent la situation sans jamais rien foutre, mais quand même, cette petite part de RP d'Inet, je trouve, elle permet justement d'avoir, je sais pas comment dire, le commentaire de la situation, tu vois. Ouais, une autre opinion que les deux qui ont été émises. Et pourtant, dans notre dialogue, je me souviens qu'on essayait tout le temps d'être assez efficace pour présenter ce qui se passait, pour commenter la situation rapidement. On le faisait, tu vois. Mais ouais, un troisième regard. Et ça me fait penser, plus globalement, en termes d'énergie, ce dont on a parlé la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, je sais plus, qu'on a fait un podcast ensemble. Ouais. Tu sais, dans une jam session ou un truc de chorale, quand tu fais l'exercice à deux de dire une note et d'essayer de trouver la note de l'autre et de te calibrer, tu vois, tu peux faire, je crois, des harmoniques ou des trucs comme ça. C'est très bien, c'est très positif, mais si tu veux faire un truc qui bouge un peu ou improviser sur quelque chose, avoir une troisième voix qui vient s'ajouter à ça avec une troisième proposition, ça déséquilibre les deux, etc. Et ça enrichit vachement les propositions, quoi. Le facteur chaos dont on parlait tout à l'heure. Je trouve que là, on faisait des jolies harmoniques, mais on attendait une perturbation, quoi. Et le jeu, peut-être, ne suffisait pas aussi. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être le jeu suffisait pas à le faire pour nous, quoi. Il fallait une troisième personne. Ouais, peut-être. Puis toujours dans cette idée d'énergie, je pense aussi que c'était difficile de... En fait, l'intervention des dés était vachement importante, en fait, au final, comme tu l'as dit, pour relever le truc. Parce que sinon, vu que ça va hyper vite, en fait, t'as très peu de moments où tu peux te poser et arrêter d'être actif, en fait, puisqu'il y a que 2 joueurs. Alors que, on sait très bien que dans une partie de jeu de rôle, il y a des moments où le MJ, hop, il se met un peu au fond de son siège, il regarde, il attend l'opportunité de revenir avec un truc cool, tu vois, ou le moment où on va se retourner et dire...
le groupe va avoir pris une décision et du coup il va re-entrer en jeu. C'est pareil, même en tant que PJ, des fois tu prends un peu de recul et tout. En fait, ça te permet d'observer le jeu pour mieux revenir. Alors que là, t'as aucun moment comme ça. En fait, t'es tout le temps ultra concentré sur ce que dit l'autre parce que tu dois répondre en fait. Genre, il y a personne qui va le faire à ta place. Et donc, du coup, par exemple, quand t'enchaînes, tu fais une succession de conversations avec plein de PNJ, et ben ça lisse un peu les scènes parce que, genre, t'arrives pas à changer d'énergie, tu vois. C'est tout à fait possible. Ouais. Alors que, par exemple, peut-être, tu vois, je dis n'importe quoi, bon, ce serait vraiment très très bizarre, que si on se disait, ok, entre chaque scène jouée, il y a 1 minute de pause. Bah, il y aurait peut-être moyen que ça crée un truc, tu vois. Genre de se dire, ok, là, t'as fait toute la conversation avec Jemina. Moi, en tant que MJ, j'ai pu me mettre entièrement dans le mood, je suis Jemina. Et par exemple, après, tu me dis, ok, je claque la porte parce que Jemina, elle me saoule, je sais pas quoi. Je vais voir un autre PNJ. Je fais, ok, 1 minute de pause. On revient. Si ça tombe, t'aurais plus, je sais pas comment dire, il y aurait plus des hauts et des bas, une sorte de courbe un peu plus chaotique, tu vois, comme tu dis. Ou en tout cas plus de nuances. Alors que là, en fait, les enchaînements de PNJ, genre moi, il y a des scènes, je devais jouer genre 5 PNJ différents en même temps, et avec que toi, entre guillemets, qui peut récupérer la balle, quoi. Donc en fait, genre j'étais en mode... Ouais, je sais pas. Ça, c'est un truc qui t'a vraiment gêné, ces scènes-là, genre c'était périlleux ou juste c'était fatigant, quoi? Ça m'a pas gêné, non, c'était fatigant, et je pense juste que du coup, ça met moins en valeur les différentes scènes, ça les dissocie moins, je sais pas comment dire. C'est vraiment la conversation entre toi et moi, du début à la fin. 1 minute de pause, ça paraît pas mal. Peut-être on aurait pu aussi combler ça avec des outils d'impro. Tu sais, quand ils font du spectacle d'impro, par exemple, il peut y avoir des trucs où, au bout d'1 minute, quelqu'un arrive avec un truc qui change la proposition. Encore une fois, une intervention extérieure, mais ça peut être tiré au hasard, tu vois. La prochaine scène, il va y avoir ça dedans, en rajoutant un peu de fait de play comme ça, pour se laisser surprendre par des trucs. Ouais, peut-être. Je pense vraiment que le temps de la réflexion, en fait, manque dans ce format. Ça va tellement vite que tu as très peu de temps pour réfléchir. T'as très peu de temps pour observer la partie. Et des fois, j'avais même l'impression, tu sais, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, genre d'être fatigué, de plus me souvenir de ce qui s'est passé, quoi. C'est très demandant. Et donc peut-être que c'est juste que je suis un peu lent, tu vois. Je pense que ça l'était moins pour moi. C'était quand même moins demandant que pour toi, ça me paraît évident. De mon côté, je me souvenais de tout et j'ai pas été gêné par ce truc-là. Pourtant, je me souviens qu'on incarnait des scènes dans des détails, quoi. Je me souviens des descriptions, du fait que tel personnage avait un âne, on jouait avec les étriers, on rentrait dans des détails comme ça, assez intenses et très incarnés, et voilà, ça c'était possible à 2. Et ensuite, il fallait basculer sur autre chose. Effectivement, c'est un exercice difficile à faire en tant que MJ. Je vois bien pourquoi, quoi. Mais je peux pas le partager en tant que PJ, pour le coup. C'était pas la même. Mais je pense que ça aussi, c'est pas seulement une histoire de 1-1, c'était vraiment aussi dû au côté hyper open. On se laisse aller avec les jets de dés. Donc en fait, il y avait une impro quand même très 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 forte. C'est-à-dire que je peux vraiment imaginer un autre format de 1-1 où je pense que ce problème s'efface. Celui où on a vraiment pris le temps de préparer la situation initiale, de peindre un tableau. On est là beaucoup plus pour l'histoire, on se laisse beaucoup moins aller à les ADD. Tu vois, genre, j'ai déjà écouté genre des témoignages de parties en 1-1 et tout. Et souvent, ce qui revient, c'est ce qui est trop bien, c'est que on se concentre sur le personnage, on peut vraiment faire un récit, nanana. Je pense que les gens qui jouent comme ça ne jouent pas un système mortel, par exemple. Là, le fait que au bout de 30 minutes, tu peux crever et on se dit, bah non, on va pas arrêter la partie. Rien que ça, c'est encore un truc qui est pas très courant, parce qu'en fait quand ton personnage meurt, ça rebat complètement les cartes. Là où dans une proposition par exemple OSR, si un personnage meurt, en fait c'est pas grave, à moins qu'il y ait un petit piqué et tout le monde est mort, tu dis juste vas-y, tu prends un autre perso et pouf, tu rejoins le groupe, et ça garde une sorte de continuité. Alors que là, genre t'as vraiment des ruptures pour te remettre en selle, genre ok, bah du coup pendant 3 mois je fous rien, bon bah attends, qu'est-ce qu'on joue? Ok, on se téléporte à un autre endroit, voilà la situation. Ça, je pense qu'en fait, c'est plus dû à ça qu'au fait de jouer en 1-1, en fait. Ouais, moi, j'ai la sensation d'être MJ un peu jongleur, comme ça, de faire plein de trucs en même temps, d'avoir plein de trucs à penser quand je joue ma campagne Japon médiéval, là, dont je t'ai déjà parlé, dans laquelle je suis très ouvert à ce que les PJ pourraient faire, mais je connais bien l'univers. Improviser me dérange pas, et peut-être c'est facilité par le fait qu'ils sont 2 joueurs.
quand même. Ça m'offre des pauses pour réfléchir, tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que le fait qu'il y ait ce RP Dinette, qu'il y ait ce moment où ils sont en train de discuter entre eux et tout, ça donne plus de temps pour réfléchir, effectivement. Donc en fait, peut-être en jouant de pauses et de machin. En même temps, ça aurait pu faire un truc en même temps un peu haché, ça aurait été vraiment différent, quoi. Là, il y avait quand même ce truc de... Les séances n'étaient pas trop longues, donc ça permettait de réfléchir un petit peu entre les séances. Mais par contre, il y avait vraiment des séances avec des trucs trop bizarres. Par exemple, quand t'es allé dans la forêt, là, en jouant le Père Lorrain, il y avait un casting de peut-être 6 PNJ qu'on avait posé. En plus, moi, j'avais mis des tables aléatoires. Donc, il y avait vraiment des situations où j'étais en mode, attends, là, t'as fait ça. La conséquence pour tel autre PNJ, etc. Qu'est-ce que ça va provoquer? C'est quoi l'effet papillon sur toute l'histoire? Le fait que finalement t'ailles pas dans la forêt, tu fasses demi-tour parce que tu dis elle est maudite donc on va pas à la bataille, alors que moi dans ma tête j'étais en mode il va faire la bataille probablement aujourd'hui. Ces trucs là, si à un moment donné, pendant ne serait-ce que 3-4 minutes, t'avais discuté avec un autre PJ, ça aurait été beaucoup plus facile à gérer, tu vois. Alors que là, en fait, c'était ok, bah non, il faut continuer à jouer, donc tu ressors de la forêt. Du coup, tu croises ce PNJ-là, je crois qu'il devrait être là. Tu vois, genre, c'est marrant, ouais. Tu peux pas te cacher derrière ton petit doigt ou ton pot, quoi. C'est marrant parce qu'en débriefant, on se rend compte que c'est la corrélation du 1-1 et du récit choral improvisé. C'est la corrélation de ces deux trucs-là qui a vraiment fait à la fois le sel et les défauts de la partie qu'on a faite, quoi. Et vraiment, je voudrais que les gens se représentent bien, quoi. Alors, de mon point de vue, c'était simple à jouer, mais du point de vue du MJ, t'as ta forêt, dedans, il y a une bataille qui est prête. T'as le PJ qui joue le Père Lorrain qu'on n'a jamais vu, qui conduit une bande de paysans à la bataille. Et parmi les paysans, il se trouve qu'il y en a un, il est promis à la sœur de Hélène, le personnage principal, on rappelle. Donc en fait, c'est deux personnages importants qui sont là, dont un est le Père Lorrain. Et tout d'un coup, je décide que non, on va pas rentrer dans la forêt, quoi. Ah, c'est chiant à gérer, là. Là, faut que tu rebondisses tout de suite là-dessus. Faut que tu joues le mec à côté de moi. Ouais, t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps. Jongler, c'est agréable, mais c'est vrai qu'avoir un deuxième joueur à la table pour t'offrir un peu de temps, c'est nécessaire. Il y aurait eu deux PJ, vous seriez disputés. Tu vois, genre, le classique. T'aurais pas écouté, t'aurais écouté la première minute. C'est ça. Et après, t'aurais fait, ok, ils sont en train de s'engueuler. À un moment donné, ils vont me dire la décision qu'ils ont prise. Et moi, je me serais dit, ok, donc, s'ils vont pas dans la forêt. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, bon là, les gens sont perdus depuis 20 minutes dans notre débrief, c'est pas grave. En plus, la bataille dans la forêt, en fait, toi, tu menais, genre, entre guillemets, l'aile gauche, il y avait l'aile droite, et la stratégie, c'était une stratégie du marteau et de l'enclume. Et donc, en fait, à partir du moment où t'as dit, non, on va pas dans la forêt finalement, moi, je me suis dit, ok, ça veut dire que les autres de l'autre côté de la forêt, ils arrivent, mais il y a pas d'enclume, quoi. Ils vont pas trouver l'enclume. Et donc, ensuite, on a joué la bataille de l'autre côté. Toi, t'as réussi à... Toi aussi, tu devais jongler un petit peu, parce que du coup, tu devais te mettre dans la peau d'un des PNJ qui est de l'autre côté, qui est en mode, bon, c'est sûr, ils nous attendent et tout, on continue le plan tel que prévu et tout, ils vont finir par arriver. Et en fait, du coup, ça a fait que la bataille a tourné vinaigre, enfin, genre... Lopesque, la bataille. Ouais, non, c'était quand même c'était la belle ingénierie, quoi. Mais c'est marrant parce qu'on dit des trucs contradictoires. On dit on aurait pu faire ça longtemps, c'était facile. Et après on dit c'était quand même un exercice de jonglage épuisant qui était quand même difficile à faire en one-one. On dit n'importe quoi dans ce podcast. Hein. On sait pas, on débrief en fait, on découvre en même temps que vous. Ouais, c'est ça. Et je pense aussi que potentiellement ça pouvait un peu manquer de direction. Tu vois, même si je suis un grand adepte du sandbox et j'aime bien être surpris et tout. Je fais pas une croix sur le fait que c'est quand même pas mal quand tu peux anticiper des choses, tu vois. Et en fait, mine de rien, quand t'as un groupe de 3-4 PJ, bah ça a tout le truc que j'avais jeté, tu vois, genre le bébé et l'eau du bain pour faire cette expérience-là, je me dis, c'est pour avoir fait cette expérience-là que je me dis, c'est pas mal en fait quand t'as 3-4 joueurs, parce que du coup, en général, par exemple, d'une session sur l'autre, ils savent vraiment où ils veulent aller, et ces sortes de compromis méta qu'ils font entre eux les rendent plus prédictibles en fait. Ça permet peut-être d'avoir une campagne où tu peux plus ménager tes effets, réfléchir à l'avance aux choses. Là vraiment je pense qu'en fait préparer presque c'était se tirer une balle dans le pied tellement les situations pouvaient se retourner en 2 secondes et il fallait réagir hyper vite. Le casting de personnages était énorme. Parce qu'en fait, par exemple, un autre truc paradoxal, c'est que comme t'es tout seul, le casting de personnages s'est agrandi beaucoup plus vite. Parce que par exemple,
quand il y a 4 PJ qui sont ensemble, comme ils essayent de se trouver un objectif commun et de rester ensemble, ils vont assez naturellement réduire le nombre de scènes secondaires, ils vont moins vagabonder, ils vont moins explorer le monde librement, parce ils peuvent pas tous avoir leurs scènes et leurs machins tout le temps, sinon... Là, on entre dans l'extrême inverse de ce que j'aime pas, genre on regarde les autres jouer tout le temps sans rien foutre et on essaie de tomber d'accord, quoi, à la moindre prise de décision. Mais ce que je veux dire, c'est que vu que t'étais tout seul, tu faisais plein de trucs et le casting de personnages a explosé. Je pense qu'en 6 séances, ça m'est rarement arrivé d'arriver à un jeu à plus de 25 personnages, tu vois. Et ça, c'est beaucoup plus le choral que le 1-1 pour moi. Le choral fait ça, hein. Ça dépend comment tu le fais, quoi. Mais si tu dis à 2 joueurs, maintenant vous pouvez swapper de personnages, etc., ça se trouve, ça fait encore plus de PNJ. Hein. Oui, ça va plus vite en 1-1, parce qu'on joue plus vite. Mais c'est surtout le côté choral qui fait que ça a explosé, quoi. On avait plus de personnages que dans les 2 premières saisons de Game of Thrones. En 3-4 séances de JDR, il y en avait dans tous les sens. Ouais, mais je pense quand même que le fait que tu sois tout seul, ça, même si c'était pas choral, ça a joué. Parce que du coup, tu peux t'intéresser sans marcher sur les pieds d'autres PJ à plus de persos. Oui, à n'importe quel poissonnier. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, non, t'as raison quand même. Donc t'es dans le village et tu fais je te dis qu'est-ce que tu fais. T'es pas en train de te dire je fais ça vite teuf pour retourner avec le groupe. T'es en mode je vais voir le premier gars que je vois, c'est qui. Je fais ok. J'ai un bon exemple de ça, c'est au tout début quand on jouait donc Jaffrey Magden, meunier de son état. On gère la première journée. Le quotidien normal, quoi, habituel du moulin. Et donc, il y a une file de clients qui attendent. Et ça bouchonne un peu à l'entrée du moulin parce que Brigantine, on a fait un sale jet de dés. On a joué chacun des clients. C'est-à-dire que personne n'est là pour nous arrêter. On n'a pas besoin d'arrêter cette scène pour s'intéresser à un autre joueur qui attend son intro. Donc, vas-y que ça dure une demi-heure où je négocie les prix et tout ça. Parce qu'on se barre, quoi. On s'amuse. Aucune raison de s'arrêter. Donc, on a déjà... Alors, il y a 6 clients. Ils ont leur portrait, leur nom. On connaît leur famille. Le petit dernier va bien. C'est ça. Ma prise de notes, elle est quand même assez débile en vrai. Il y avait des PNJ genre vraiment random. Bon, il y en a quand même qui ont fini par tomber dans la case où on bouge un petit peu au fond, tu vois, genre mais on s'en tape. Mais quand même, du coup, assez rapidement quand même, tous ces PNJ, on avait envie de savoir leur sort. Et je me souviens qu'à un moment donné, il y avait une bataille un peu. Justement, il y a eu l'attaque du raid. Et genre moi, je me suis dit, ok, il faut que je slice des PNJ là, tu vois. Il y en a déjà trop, il faut qu'on réduise la quantité de PNJ. Et donc je t'ai dit, vas-y, tu jettes un dé par PNJ rencontré pour savoir qui est mort et qui a survécu pendant cet épisode. Et qui a été capturé. Et donc c'était que des coin flips, et on fait, lui il s'est fait tuer, lui to be determined, il a disparu, lui machin et tout. Parce qu'en fait, comme on était dans ce jeu très très du quotidien, et à l'échelle d'un village, en fait, les 100 habitants du village, en fait, potentiellement, sont des personnages hyper importants pour ton personnage, tu vois. Là où aussi, quand on joue entre PJ, entre 1, 2, 3... À plusieurs, quoi. À plusieurs, je pense qu'il y a une sorte d'inconscient collectif qui veut un peu que l'histoire, elle soit... dans les clous, quoi. Lisse, formatée. Dans les clous, cohérentes, qui répondent un peu à ce qu'on attend d'un film, tu vois. Et dans un film, mais honnêtement, on s'en tape des 6 clients, tu vois. On voit comme un comportement néfaste, en fait, pour le jeu, que machin, il parle avec tous les PNJ, presque. On veut qu'il y ait des personnages importants, des ellipses, qu'on voit pas les trucs, et on compte sur le MJ pour nous amener tout le temps à des scènes importantes pour tout le monde et tout et tout. Alors que là, dans l'expérience genre très quotidienne, ça aurait fait presque, je pense... Un des points forts que j'ai retrouvé, du coup, c'est qu'il y avait quand même ce truc assez immersif de tout le monde a de l'importance, tu vois. Ouais. Ou personne. Enfin, pour rappel, tout à l'heure, quand tu disais on a slashé tous les PJ les uns après les autres, tous les PNJ les uns après les autres, là, Eileen Magden, elle en faisait partie. Et j'avais dit, si elle survit pas, je la prends pas. Et elle a survécu, tu vois. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait vraiment pas de côté, il y a des personnages principaux et des enjeux principaux. Ça, c'est très bizarre, tu vois. Non. Ils peuvent tous mourir du jour au lendemain alors qu'on leur a accroché un destin. Je me souviens à un moment donné, pareil, quoi, dans le même ordre d'idée, je vais voir un meunier concurrent, il s'appelle Le Geek. Ça pourrait être une scène qui passe en 2-2, quoi. L'enjeu, c'est de savoir s'il va rester dans mon moulin ou aller chez un autre meunier, je crois. Et en fait, il se retrouve à être marié à une vieille dame qui va bientôt crever, et il se dit, là, on passerait bien par une petite jeune, et il veut épouser la sœur d'Eileen, etc. Et donc le personnage devient hyper important dans notre tête, parce que ça se trouve, il peut mourir
au premier orage, quoi. Yep. Ah, c'était vraiment riche, quoi. Le truc qu'on créait à deux. Ouais, on a atteint une sorte de niveau de complexité assez vite. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que genre, ce qui était intéressant, c'est qu'en montant très très vite en complexité, avec plein de personnages et tout, bah il y avait un côté très très vrai, quoi. Moi j'avais un peu ce délire, genre j'ai un peu envie de jouer un truc à la Victor Hugo, quoi, tu vois. Genre, Ouais. on prend une sorte de photo d'un événement historique un peu, et en essayant d'avoir plusieurs perspectives dessus. Par contre, effectivement, ouais, c'était moins... en fait, c'était super intéressant, mais ça venait pas remplir finalement le besoin enfin le truc que je viens chercher dans le jeu de rôle, je crois, tu vois. C'était vraiment un truc très très différent. En tout cas, pas tous les ingrédients, ouais, sans trop de surprises. Mais c'est cool qu'on ait fait ce débrief. J'ai un peu oublié que c'était enregistré, mais c'était un bon débrief à faire. Et là, maintenant qu'on enchaîne, donc à quoi toi t'es sur la campagne qu'on va faire sur cette fois-ci quelque chose qui n'a rien à voir, plutôt une grosse table ouverte où il y a 13 joueurs, machin, truc. Bah, je me dis quand même, dans cette nouvelle campagne à 13 joueurs, moi, le truc que je trouve un peu kiffant, c'est cette idée, c'est une sorte de monde persistant, et on joue avec les gens qui sont là, et chaque semaine, le temps avançant, il peut se passer aussi des trucs entre les séances, en RP écrit, machin, truc. Ce que je me suis quand même dit, tu vois, c'est, bah, après cette petite expérience qu'on a eue là, je me dis, s'il y a des joueurs, tu vois, ils s'organisent entre eux sur cette campagne ouverte, ils se disent, on veut trop faire une expédition à deux joueurs qui se mettent d'accord, pour qu'ils se disent, nos personnages, ils veulent faire un truc à deux, ou même un joueur qui arrive avec vraiment une idée où je me dis, putain, c'est vrai que ce serait vachement intéressant de jouer ce truc-là juste avec lui. Je pense que je switcherais pas à basculer, volontiers, justement, en fait, le fait d'avoir fait un jeu de rôle complètement déstructuré, genre hyper organique comme on l'a fait, tu vois, je dirais que le petit truc que j'ai gagné, c'est genre la confiance dans le fait qu'en vrai, on peut essayer des trucs un peu n'importe comment, tu vois. C'est pas si important qu'il y ait 4 joueurs à chaque séance, quoi, tu vois. Non, mais clairement, ça rejoint ce que je disais sur le MJ jongleur de tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que basculer d'un mode de jeu à un autre, c'est pas gênant. À tout moment, c'est possible, on en a sous le capot. Et ça peut être hyper agréable. Il n'y a pas de raison d'être si formaté que ça, quoi, tout le temps. Alright. Est-ce que t'as un truc que tu voudrais ajouter, ou est-ce qu'on est bon, tu crois? Je suis très content qu'on ait fait le débrief, encore une fois. Ça peut servir de conclusion. Et on aura peut-être des débriefs intéressants à faire sur le truc à 13 joueurs là qu'on a commencé. Parce que si tu te permets de déstructurer la proposition de temps en temps, ça va donner lieu à des mélanges, encore une fois, intéressants, quoi. Il y aura toujours quelque chose à en tirer, quoi. C'est bien les débriefs, faites des débriefs longs. Yep. À 13, par contre, ça va être compliqué de faire On pourra pas... Non, mais juste avec moi. Ouais, juste avec toi. Les autres, ils s'en foutent, on s'en fout. Ouais, c'est vrai. Ils s'en tapent. Alright. Eh ben... Impec. On va s'arrêter là. Bah, merci à Quat. Ouais, on a tenu les 20 minutes Je sais pas du tout combien de temps ça a duré. Attends, je regarde. 1 heure. Merde. Bon. Eh ben, merci de nous avoir écoutés, en tout cas, si vous êtes encore là. Des bisous à Quat. Bisous. À bientôt sur le banc.